Manuel Bompard, sur cette annonce du président de la République, on aide le pouvoir d'achat et on favorise la transition écologique. Ça va dans le bon sens, non? Mais si vous pensez que les gens qui aujourd'hui sont dans une difficulté pour remplir leur voiture de carburant ou qui n'arrivent pas à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les prix alimentaires, les prix de carburant, vont être soulagés par le fait qu'on leur dise qu'ils auront 1 000 € de plus pour acheter une voiture électrique. Franchement, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. Voilà, je vous le dis franchement. Aujourd'hui, les gens, ils sont confrontés à une incapacité à trouver du carburant. C'est une première chose, effectivement. Et deuxièmement, à une incapacité à faire face à l'explosion de tous les prix de la vie quotidienne. Moi, je vous le dis, j'ai des gens qui, quand ils sont à la caisse au supermarché, ils se posent la question et ils disent à la caissière, mais vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé là, parce que ma facture, elle a augmenté de 30 ou 40%. Et ils comprennent pas comment c'est possible. Donc vous répondrez pas à ça par des mesures de petits chèques, de petites remises, de 1 000 € de plus pour changer une voiture électrique. Franchement, c'est pas sérieux. Encore une fois, je crois qu'il faut entendre un message très fort qui s'exprime partout dans le pays, c'est de dire, on comprend pas pourquoi les prix ils augmentent de 6, 7, 10% et nos salaires, eux, ils sont bloqués, ou ils augmentent de 3, de 2,5, de 3%. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà, je crois qu'il faut, si on veut être à la hauteur de cette situation, il faut engager un vrai travail pour une revalorisation salariale dans toutes les entreprises. Ça commence par le SMIC, ça passe par une conférence D'ailleurs, elle n'a pas dit le contraire ce soir, la première ministre. Elle a dit le contraire. Elle a dit le SMIC en France, de toute façon, par rapport aux autres pays du monde, ce qui est d'ailleurs totalement un mensonge, et celui qui a été le plus revalorisé. Elle a dit qu'il fallait que les discussions se poursuivent au sein des entreprises pour les revalorisations salariales. Elle l'a dit aussi ce soir. En tout cas, mais ça, vous savez, ça fait 1 an qu'elle le dit. Madame Borne, quand elle s'adresse aux puissants, elle leur demande gentiment. Et puis quand elle s'adresse à celles qui ont des difficultés, là, elle n'a pas de problème à utiliser la matraque et la réquisition. Ce soir, elle s'est aussi, justement, adressée à la CGT. Ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Le droit de grève est protégé dans notre Constitution. Mais dès que les conditions ont été réunies, moi j'ai donné instruction au préfet de procéder aux réquisitions. Et s'il y a des situations très tendues demain, par exemple, nous procéderons aussi aux réquisitions. Donc d'autres réquisitions à venir si la grève continue. Est-ce la bonne méthode, Christophe Barbier? C'est la seule pour le gouvernement. Est-ce le seul levier qui reste à l'exécutif? Le gouvernement a complètement raté cette gestion du conflit en se déclenchant trop tard, conflit privé, en s'en mêlant trop tard, en considérant que c'était privé alors que d'évidence ça concernait la vie quotidienne des gens. Donc si l'entreprise est privée, le conflit il était public. Par ailleurs, ce n'était pas qu'un conflit au sein des entreprises, c'était en effet l'avant-garde d'un grand combat sur les salaires. Dans un pays où la hausse des salaires aurait dû être pensée par les gouvernements depuis longtemps parce qu'on avait ce problème de rémunération et de pouvoir d'achat. Donc derrière le gouvernement court et il est arrivé avec cette réquisition. La réquisition est légitime, compte tenu du scénario avec les accords majoritaires signés et la CGT qui bloque. La réquisition est prévue par la loi, article 2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Maintenant, la réquisition, c'est un peu court et ça se transforme comme un boomerang en réquisitoire contre le gouvernement, son incapacité à animer le débat sur les salaires et son incapacité à dire aux entreprises, si vous le pouvez, augmentez les salaires tout de suite, il y en a qui le peuvent, pas toutes, si vous ne le pouvez pas, on va ouvrir un grand débat salarial pour voir comment augmenter le pouvoir d'achat des salariés en période d'inflation, sans nourrir le cercle vicieux de l'inflation, mais sans non plus nuire à la compétitivité des entreprises. On sait que les hausses de salaire, ça peut parfois se retourner contre l'emploi. C'est à l'État, c'est au gouvernement de piloter cette réflexion globale. Aujourd'hui, c'est demandé par certains syndicats, par certaines formations politiques. Même Marine Le Pen demande ce grand débat sur les salaires. Je pense que, sans aller jusqu'à la mythologie du Grenelle, parce qu'on a toujours mai 68 en tête, avoir une réflexion branche par branche, secteur par secteur, où on remet à plat les possibilités d'augmentation des salaires sans nuire à l'entreprise, sans nourrir le cercle de l'inflation, ça doit être maintenant. Manuel Bompard, votre réaction à cette annonce de la Première ministre, qu'est-ce que vous dites, vous, à la CGT ce soir? Tenez bon, malgré ces réquisitions à venir, ne lâchez rien? Mais c'est pas la CGT qui est en grève, c'est les salariés des raffineries qui peut-être appartiennent à la CGT, qui se sont mis dans un mouvement de grève. C'est eux qu'il faut convaincre. Si vous avez envie qu'ils arrêtent la grève, et pour les convaincre, c'est très simple. Quand je dis la CGT, je parle effectivement de ces salariés. Je ne le reproche pas. Mais ces salariés, si vous voulez les convaincre, il faut tout simplement négocier avec eux et satisfaire leurs revendications. Il y a eu des négociations, c'est ce que dit la Première ministre. Il y a eu des négociations et un accord majoritaire. Ah ben d'accord, alors tout le monde dira ici que puisque Madame Borne n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale,
Elle doit Alors ça, c'est s'arrêter. l'argument Bah non, tout mais trouvé c'est pas qui l'argument revient tout trouvé. maintenant. Elle a Vous êtes la en train- majorité, elle a une majorité relative. Non, elle n'a pas absolue, la mais elle a majorité. Excusez-moi, une majorité, la définition d'une majorité, c'est plus que la moitié. Ah D'accord non, la définition de la majorité, c'est d'être bah, supérieur à l'addition des eh ben, oppositions. Monsieur Pour Barbier, l'instant, vous n'arrivez pas à faire l'addition des oppositions. je suis désolé de vous le dire. Vous définissez la majorité absolue, là. Vous ouvrirez le Larousse et vous verrez. Vous définissez la majorité au mot majorité. absolue. Bref, vous êtes en train de m'interroger sur le sujet. Il ne me semble pas qu'il y ait écrit quelque part qu'on devait arrêter la grève parce que des syndicats qui ne sont pas ceux qui étaient dans ce mouvement de grève, ont décidé que mais l'accord donc ça veut dire salarial que ça ne sert à rien ces négociations, que ça n'a aucun sens, Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que les propositions qui sont faites par le groupe Total aujourd'hui sont très largement 7% insuffisantes. d'augmentation, Mais Manuel madame, Bompard. d'abord, s'il vous plaît, dites les chiffres tels qu'ils sont. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 7% d'augmentation. La proposition qui a été faite par le groupe Total, c'est 5% d'augmentation générale pour l'ensemble des salariés et ensuite 2% supplémentaires d'augmentation individuelle En fonction des parcours qui peuvent individuels. être accordés ou pas aux salariés Entre en question. 5 et 7. Mais la grosse différence entre 5 et 7, c'est qu'il y a un des deux chiffres qui est en dessous de l'inflation. Donc vous êtes en train de dire à des salariés de l'entreprise Total aujourd'hui qui a généré 18 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022, merci d'avoir bien travaillé, mais votre pouvoir d'achat, il va baisser cette année. Eh ben désolé, moi je comprends les salariés qui disent que cette situation, elle est inacceptable. Parce qu'eux, ils ne demandent pas 52% d'augmentation comme le PDG de Total. Celui, il n'a pas attendu le 15 novembre ou 2023 pour s'augmenter de 52%. Ils demandent juste 10% d'augmentation. Eh ben je pense que c'est une augmentation, une demande qui est légitime. Et tant que cette demande, elle ne sera pas satisfaite, c'est pas Madame Borne qui va convaincre les salariés de reprendre le travail. En leur Si disant on veut il qu'ils faut se reprennent le remettre au travail, travail. il faut leur accorder leurs revendications. Nicolas Meillan, si effectivement il y a réquisition dans les prochains jours, c'est ce que laisse entendre la Première ministre, dans quelle mesure ça peut soulager la situation des Français et des stations-service? Parce qu'il y en a eu jusqu'à présent, mais quelques-unes, on est bien d'accord. Il y en a eu quelques-unes, mais pour l'instant... Et ça n'a pas changé fondamentalement la donne. Donc, Contre-productif même. pour l'instant, on n'a pas vu. Effectivement, ça a plutôt crispé le débat et je pense que ça peut être malheureusement une étincelle qui va... C'est vrai que le gouvernement est un peu coincé parce que, alors quelque part, ils ont quand même rien fait pour éviter qu'on ait cette inflation qui est de 10%, et à partir du moment où ils vont les accorder à un secteur, tous les autres vont le demander, bien évidemment. Et c'est ce qu'essaye de faire à tout prix d'éviter Bruno Le Maire, c'est d'éviter l'inflation des salaires. Mais c'était celui qui l'a créé, puisque c'est les politiques des banques centrales depuis 2 ans, les grands plans de relance, qui l'ont créé. Oui, mais c'est aussi lui qui a dit cette semaine à Total, il est temps d'augmenter les salaires. En l'occurrence, il a fini par le dire, Bruno Le Maire, certes un peu tardivement. Sur les réquisitions, ce à quoi on a assisté ces derniers jours, c'était 2 à 3 réquisitions qui concernaient 1 à 2 salariés. Est-ce que ça peut être aussi la raison pour laquelle ça n'a pas fondamentalement changé la donne dans les stations-service? Et est-ce qu'on peut par exemple imaginer des réquisitions avec plus de salariés? Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite. J'essaie simplement d'imaginer ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Je pense que le gouvernement, de toute façon, il a quand même une échéance d'ici une semaine. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. La situation ne peut pas s'améliorer la semaine prochaine. Donc ils vont, de toute façon, maintenant, quitte à avoir fait les réquisitions, je pense qu'ils vont probablement prolonger. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos stocks stratégiques? Où sont-ils? On a 3 mois de stocks stratégiques, c'est fait pour ça. Pourquoi n'est-on pas capable d'acheminer l'essence des stocks stratégiques dans les stations essence? Où sont ces stocks? Est-ce que Mme Borne peut nous dire comment on fait? Que font avec les stocks stratégiques? Et pourquoi ça n'est pas plus efficace d'utiliser ces stocks stratégiques? Okay. Ils sont faits pour ça. Donc vous faites bien de poser la question et j'espère qu'on aura la réponse à court terme. En tout cas, on voit l'exécutif qui d'un côté nous dit réquisition si la grève continue et de l'autre qui nous dit situation, retour à la normale dans les prochains jours. Donc il va falloir que d'une manière ou d'une autre, il y ait des effets immédiats. En fait, le gouvernement est commentateur de la situation. Il y a d'abord une surdramatisation sur le terme et la démarche de la réquisition, dont on sait légalement qu'elle est circonscrite. Elle est circonscrite à quelques personnes dans l'entreprise qui sont importants pour aller venir débloquer une situation, ouvrir une vanne ou être capable de pouvoir relancer un début de production. Mais c'est tout, ça ne change absolument pas la situation. Il y a un imaginaire autour de la réquisition qui est totalement en décalage avec la réalité de ce qu'elle représente. Peut-être parce que le mot est fort aussi. Absolument. La deuxième situation, c'est que au fond, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement est victime de cette impasse dans laquelle
C'est-à-dire de manière plus générale, plus culturellement, le dialogue social en France se trouve dans l'impasse. On a entendu le président de la République il y a quelques jours s'exprimer, quand il s'exprimait sur les questions internationales, il a dû prononcer 10 fois au cours de la soirée le mot dialogue social. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de dire j'arrête la position verticale, j'arrête Jupiter. Mais est-ce qu'on peut parler de réquisition tout en parlant de dialogue social ? Mais la difficulté, c'est que lorsque le gouvernement se retire, on lui demande que fait le gouvernement. Et lorsque le gouvernement est beaucoup trop présent, on dit c'est la verticalité et le caporalisme. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un besoin de remettre totalement à plat la manière de gérer effectivement ce dialogue social. Il n'y a pas, une fois de plus, de légalité, d'obligation légale et de capacité légale d'un gouvernement d'imposer des augmentations aux entreprises. Ils ne peuvent qu'être dans la démarche incitative. Alors, vous disiez à l'instant que cette grève dans les raffineries concerne quelques dizaines de personnes, mais qui en l'occurrence occupent des postes stratégiques qui du coup impactent des milliers de Français. Et on voit bien aussi que c'est en train de donner des idées à d'autres salariés. Il y a mardi une journée de grève interprofessionnelle qui se profile. Et puis il y avait donc aujourd'hui cette marche contre la vie chère organisée par la NUPES, sur laquelle on va revenir en images avec Ameline Darcourt. Les drapeaux de la manifestation sont principalement ceux des partis. Toutes les composantes de la NUPES participent. Les écharpes tricolores sont en nombre. Il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Quand il prend la parole, Jean-Luc Mélenchon estime le pari politique réussi. Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau Front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays. Au cœur des revendications, la vie chère et l'inaction climatique. Je suis jeune retraité, c'est quand même Macron qui a diminué nos retraites. Il nous a indexé avec la CSG, il nous a désindexé sur l'inflation. Donc on n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Les hausses sur les prix d'énergie, le gel du point d'indice des fonctionnaires, le gel aussi sur les retraites, voilà, le ras-le-bol. Voilà. L'inaction climatique depuis toutes ces années, ça commence à peser. Même si les principaux syndicats n'appelaient pas à manifester ce dimanche, ils étaient représentés dans le cortège. Qu'est-ce qu'on veut? L'augmentation de le salaire. Pour qui? Pour toutes et tous. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Maintenant. Les syndicats, eux, donnent rendez-vous mardi prochain. Je crois que mardi, ça va être encore plus fort. Ça va être le monde du salariat, les retraités qui vont être dans la rue. Une grève peut-être qui va se poursuivre. Quelques dégradations ont été observées, mais des forces de l'ordre en nombre, le service d'ordre vigilant et les manifestants eux-mêmes en ont évité. Ici, un pro-Black Bloc tête cagoulée se fait prendre à partie. Laisse tranquille. À noter la présence en tête de cortège d'Annie Ernaux, nouveau prix Nobel de littérature. La NUPES chiffre à 140 000 le nombre de manifestants ce dimanche. Le ministère de l'Intérieur à 30 000. Alors justement, on va commencer par les chiffres de la mobilisation. La police dit 30 000, vous dites 140 000. Quoi qu'il en soit, c'était pas un raz-de-marée. Je sais pas, moi je crois pas. Je crois que si, c'était une très très grande manifestation. Sans doute une manifestation parmi les manifestations qui ont eu lieu à Paris ces dernières années la plus massive. Le ministre de l'Intérieur, il disait 30 000 avant la manifestation et il a dit 30 000 après. Donc au moins, il est sûr de ne pas se tromper puisqu'il est capable de compter la manifestation. Il y a un cabinet indépendant qui a mesuré 30 000 aussi. Ce qui est bien. Il est tellement indépendant, M. Barbier, que ses dirigeants discutaient et disaient à Mme Aurore Berger, qui est présidente du groupe LREM aujourd'hui, qu'ils étaient prêts à l'aider il y a 5 ans. Tout ça est documenté. Vous parleriez quand même... Si vous voulez qu'on parle de ce cabinet... Non, parce que vous... Non, ils ne savent pas compter. Non, mais attendez, c'est important. Non, mais 30 000, non, mais me faites pas le coup de 30 000, c'est bien. Vous prenez un chiffre, vous dites c'est un chiffre indépendant. Je vous dis que cette méthode est très largement contestée. C'est une méthode, vous savez, Monsieur Barbier, vous dites elle sait compter. Vous savez à quoi sert cette méthode normalement? Vous avez travaillé, vous avez regardé ce que c'était le cabinet Occurrence, comment ils comptaient les manifestants. Ils utilisent une technique qui est normalement utilisée pour compter les manifestants qui rentrent dans les centres commerciaux. Pour compter pas les manifestants, les gens qui rentrent dans les centres commerciaux. Alors si vous êtes en train de m'expliquer que pour compter une manifestation et des gens qui rentrent dans un centre commercial, c'est la même chose. Je dis juste ça pour le par exemple, balayer. Manuel Bompard, non, c'est pas un calcul de densité. Nous, ce que nous faisons, ce sont des calculs de densité.
vos chiffres et les derniers Oui. chiffres que vous aviez communiqués lors de votre précédente manifestation, Oui. c'était 110 000 personnes. Oui. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet grève dans les raffineries. Mais je crois pas du tout ce que vous êtes en train de dire, mais si Et vous c'est peut-être voulez... parce que les syndicats n'étaient pas là aussi. Mais vous en pensez ce que vous voulez, mais allez-y, faites une Mais manifestation. non, mais on essaie ramenez de des dizaines tirer des leçons de cette journée, en fait. La leçon que moi je tire, c'est que c'était une manifestation extrêmement réussie, extrêmement massive, extrêmement joyeuse, calme, déterminée et avec des gens qui avaient des revendications qui, à mon avis, étaient des revendications légitimes. On peut toujours être plus nombreux, mais on peut aussi être bien moins nombreux. Et donc je crois que cette manifestation, ça a été une manifestation très large. Donc si vous voulez... Partons de ce point de vue-là et ensuite regardons à qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ce qui va se passer ensuite, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans une manifestation. Oui. On peut dire qu'une manifestation, par exemple, est réussie parce qu'elle s'est déroulée dans le calme, ce qui est précisément le cas aujourd'hui. Oui. Ensuite, il y a la mobilisation, Oui. il y a les chiffres. Et en l'occurrence, les chiffres, ils parlent, ils racontent aussi quelque Exactement. chose. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y voit le début d'un nouveau front populaire, il en fait peut-être un peu trop. Je crois pas, parce que le nouveau Front populaire, c'est pas en fonction du nombre de personnes qui sont dans la manifestation. Le nouveau Front populaire, c'est pour dire qu'il y avait aujourd'hui dans cette manifestation des organisations politiques, des organisations associatives, des associations, des ONG et des organisations syndicales. Et c'était aussi pour changer de chapitre dans l'histoire de France. Il y a quelques jours, il convoquait la Révolution française pour qualifier cette manifestation. Je ne sais pas où vous voulez vraiment en venir, mais vous êtes d'accord que le Front populaire, c'était... Vous savez parfaitement où on va en venir, c'est qu'il disait c'est au fond une nouvelle scénographie de la Révolution française telle qu'elle avait été faite. Mais non, mais enfin, écoutez... Et même Olivier Faure... change de référentiel historique. Olivier Faure, la même... Faites les interprétations que vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, il parle de nouveau Front populaire parce que vous êtes d'accord que la référence au Front populaire dans l'histoire, c'est une mobilisation commune qui regroupe des organisations politiques, des syndicats et des associations. Point. Cohérente. Mais pour le reste, qu'il y ait de la colère et qu'on fasse référence dans notre pays à l'histoire de la Révolution française, je trouve ça très bien. Donc je ne sais pas vraiment ce que vous voulez me faire dire par là. Non, on essaie simplement de... Allez-y. Non, de minimiser le succès de la on va rester manifestation sur du les jour. J'ai déclarations compris. de Jean-Luc Mélenchon. J'ai compris que vous cherchiez à minimiser le succès de la manifestation du jour. Mais c'était un très grand succès. Je suis désolé si ça vous déplaît. Non, mais vous êtes les premiers à mettre en avant les chiffres, notamment lors de vos victoires électorales. C'est normal qu'on s'y intéresse aujourd'hui. 140 000 manifestants, je sais que c'était une très belle réussite. Force réelle politique vous pouvez exercer sur la suite des événements en France du point de vue des revendications. Ça, c'est une bonne la vraie question. On est d'accord. D'autant plus qu'on sait très bien, et on se réfère également à ce qui s'est passé en 2017, il y avait la même, on va dire, friction, en tout cas divergence de vues, et vous le savez très bien, entre les syndicats, entre Philippe Martinez et d'autres, pour dire est-ce que c'est votre rôle de prendre le lead et d'être le leader de cette contestation sociale. Ça, c'est une vraie question. Mais ça, c'est le problème qui vous est posé. Non, c'est une vraie question. Et moi, je réponds de cette manière. Je pense qu'il est nécessaire dans un mouvement social d'ampleur aujourd'hui qu'il y ait des initiatives qui soient des initiatives d'ordre syndical, qui sont généralement plutôt des initiatives en semaine et qui s'appuient plutôt sur une forme d'action qui est la grève, qui est ce qui appartient aux salariés dans les entreprises, et des initiatives de mobilisation populaire qui ont lieu plutôt le week-end. Et ça, je pense que c'est une bonne chose que les organisations politiques, quand elles le souhaitent, elles puissent prendre des initiatives de cette nature. Et à ce titre-là, la mobilisation, cette fois-ci numérique, est une forme de réponse. Eh ben, je pense que la mobilisation numérique du jour est très satisfaisante. Mais est-ce que vous ne regrettez pas que les syndicats aient été absents aujourd'hui? Mais d'abord, ils n'ont pas été totalement absents. Les représentants, en tout cas, mais même les représentants, figures. excusez-moi, il faut vraiment vous le dire comme ça, mais je vous promets que dans la manifestation, vous aviez des représentants, des syndicalistes, des militants aussi syndicaux qui étaient présents en nombre. Ah, vous avez raison sur un point, c'est que les centrales... Il était là, Philippe Martinez? Non, voilà, mais j'allais vous dire, vous avez raison sur un point. Les confédérations syndicales n'ont pas appelé à participer à la manifestation d'aujourd'hui. C'est pas une surprise, on le sait depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines maintenant. Et c'est pas grave. Il y a une nouvelle journée d'action mardi. Celle-ci, elle appelle de 4 organisations syndicales. C'est pas seulement la CGT, il y en a 4 qui sont dans cette journée de grève. Il y a la CGT, il y a Force ouvrière, la FSU et Solidaire, pour les citer toutes. Bah, nous les soutenons. Donc vous voyez, nous aurons une initiative. Mais du coup, c'est pour ça qu'on s'interroge, Manuel Bompard, quand on voit que vous faites chambre à part d'une certaine manière avec les syndicats, lorsqu'on constate les chiffres de cette journée, on se demande si cette convergence sociale dont on parle beaucoup ces derniers jours, elle aura vraiment lieu en fait, et notamment mardi. Je le souhaite, et je souhaite que mardi, ça soit une journée d'action qui soit réussie. Et puis peut-être qu'ensuite, plus tard, ça permettra de faire une initiative commune des syndicats et des organisations politiques. Moi, c'est ce à quoi j'aspire en tout cas. Les mots d'ordre, c'était contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Est-ce que
la fin du mois n'a pas un peu escamoté la fin du monde. C'est-à-dire les salariés sont tellement dans le pouvoir d'achat que l'écologie, plus tard, quoi. Peut-être pas plus tard, mais c'est vrai que c'était plus central dans la manifestation d'aujourd'hui, les revendications qui sont les revendications immédiates en termes de salaire, en termes d'explosion des prix, en termes de blocage des prix pour dire voilà, on en a marre de voir le prix de l'énergie comme ça qui s'envole. Et puis la question des retraites qui était aussi au cœur de cette manifestation parce que tout le monde a bien compris maintenant qu'Emmanuel Macron s'apprête à engager cette réforme pour reporter l'âge de départ à la retraite. Et je rappelle que 80% des Français ils sont défavorables. Donc je pense que c'est aussi pourquoi il y avait du monde dans la rue aujourd'hui. Bon, on a bien compris qu'en tout cas le 49.3 c'était une question de jour puisque vous faites référence à ça, en l'occurrence pour le budget. À l'Assemblée, Elisabeth Borne a dit que ce ne serait pas demain, mais a priori ce sera mercredi. Vous êtes prêts à battre le fer ? Nous sommes prêts. Si Mme Borne confirme sa volonté de déposer, d'utiliser le 49.3, nous déposerons bien évidemment une motion de censure. Mais il y a quand même quelque chose, excusez-moi, d'extrêmement choquant dans son interview ce soir. Parce qu'elle nous a informé qu'il y avait une réunion demain avec elle, et puis des personnes dont on ne sait pas qui c'est, qui vont décider quels sont les amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale depuis le début de l'examen du budget qui seront retenus dans le texte final et celles qui ne le seront pas. Donc si maintenant la démocratie en Macronie, c'est que c'est la Première ministre qui classe ou qui trie parmi les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ceux qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas, excusez-moi, ça pose quand même une vraie difficulté démocratique. Donc moi, je pose cette question depuis le début à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement s'engage à déclencher l'article 49.3 sur le texte tel qu'il sera issus des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale? Est-ce que les amendements qu'on a fait adopter, y compris contre la volonté du gouvernement, vont être maintenus dans le texte budgétaire final ou pas? Ça, a priori, on est d'accord que c'est mal parti. C'est très mal parti, puisque souvent le 49.3 se fait sur le texte originel. Mais vous entendez que ça pose quand même une difficulté démocratique. Ça veut dire que depuis une semaine, l'Assemblée nationale se réunit pour rien. Oui, alors c'est aussi une manière, cette réunion demain, j'imagine, de vous dire, au moins on vous aura prévenu. Non, mais il n'y a pas de... En fait, je vais vous dire quelque chose, je vous informe, et peut-être vous pourrez le vérifier. Madame Borne annonce une réunion demain avec l'ensemble des présidents de groupes parlementaires. L'ensemble des présidents de groupes parlementaires d'opposition ne sont pas invités à cette réunion. Donc la réunion dont vous parlez à ce stade, peut-être que l'invitation va arriver, est une réunion entre Madame Borne et les présidents des groupes de la majorité, qui n'en est pas une, la minorité. C'est ce qui s'appelle avoir une majorité politique, juridique, et pas une majorité arithmétique. Si vous voulez, M. Barbier, on peut en parler pendant longtemps. Mais c'est la cinquième. L'information dont je voulais vous informer, c'était le fait que les groupes d'opposition n'étaient pas invités à cette réunion. Donc c'est Mme Borne qui décidera quels sont les amendements qui sont retenus ou pas. Je trouve ça, d'un point de vue démocratique, très choquant. Je voudrais juste qu'on regarde ensemble les prévisions, puisqu'on parlait de cette grève interprofessionnelle mardi. En tout cas, on devine que la semaine va être chargée, intense, politiquement, mais pas que. Grève interprofessionnelle et ses conséquences sur le trafic de la RATP. Les prévisions ont été données ce dimanche. Trafic normal pour le métro, pour le RER A et B, ce sera 3 trains sur 4, 2 bus sur 3 pour les bus donc, de la RATP, et trafic normal pour le tramway. Bon, ça roule à peu près. Franchement, on s'attendait à pire. On verra. Écoutez, moi, on verra. Je pense que c'est les salariés. Vous savez, c'est pas moi qui décide à la place des salariés des entreprises en question de se mettre en grève ou pas. C'est eux qui le décident. Ils décident si, de leur point de vue, les conditions sont réunies pour ça. Oui, mais la question que ça pose, est-ce que la conflictualité que vous cherchez à faire sortir du Parlement... L'idée, c'est de marquer le coup, quand même. Est-ce qu'elle est efficace politiquement ? Mais en fait, moi, je cherche tout simplement à faire en sorte, si possible, d'améliorer la vie des gens. Donc, j'essaye de le faire à l'Assemblée nationale. Est-ce que votre méthode, justement, est efficace? Et de relayer les revendications. Excusez-moi, mais pour l'instant, toutes les propositions que nous avons faites à l'Assemblée nationale sur le sujet, par exemple, de l'augmentation des salaires, elles ont été balayées d'un revers de la main par les macronistes. Et M. Barbier, tout à l'heure, disait que Mme Le Pen était pour l'augmentation des salaires. Je voudrais juste vous informer que quand on a déposé des amendements pour augmenter le SMIC au mois de juillet, Mme Le Pen s'y est opposée, comme les représentants d'Emmanuel Macron au sein de l'Assemblée nationale. Donc, manifestement, le travail à l'Assemblée nationale ne suffit pas. Donc oui, il faut aussi un rapport de force dans la rue, et c'était l'objectif de la marche de... Et vous serez où mardi, par exemple? Eh ben, moi, je serai pour partie à l'Assemblée nationale, puisqu'on continue notre travail sur le budget. Et puis, je pense que je participerai aussi à la manifestation parisienne, parce que je crois savoir qu'il y aura une manifestation à 14h, il me semble, dans l'après-midi à Paris. 23h22, l'enquête de Nelson Djetten. Et justement, on va revenir sur la manifestation de cet après-midi. Vous y étiez, Nelson. Une manifestation où les risques de débordement étaient importants. C'est ce que nous avait annoncé hier la préfecture. Elle avait échangé et prévenu d'ailleurs les organisateurs. Sauf que la manifestation, elle s'est passée dans le calme. Et il y a une raison à cela. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, il y a eu quelques débordements, mais franchement minimes. Une banque dégradée. Vous la voyez sur ces images. Quelques tags sur des vitrines.
Du gaz lacrymogène lancé une seule fois par la police tout à l'heure. C'est très peu par rapport à ce qui avait été annoncé ou craint. Il y a une image que Caroline Bertolino, avec qui j'ai passé l'après-midi, a réussi à capter, qui résume assez bien ce qui s'est passé cet après-midi. On est à la toute fin de la manifestation, au moment de la dispersion place de la Bastille. Bastien Lachaud, que vous voyez sur l'image, député de la France Insoumise et organisateur de la manifestation, il était visiblement en charge de la sécurité. À ce moment-là, vous allez le voir, il est au téléphone avec la préfecture de police pour débriefer. Non, là on est en train de faire sortir tout le monde. Moi, je reviens après les autres. Moi, ce que je veux, c'est juste que les gens qui doivent sortir sortent sans faute. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et on se tient au courant de toute manière pour la suite. Merci à vous. Là, c'était eux que vous aviez au téléphone, entre autres. Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux? Ils nous ont remerciés de la manière dont la manifestation s'était tenue. Est-ce que vous avez senti une différence dans la doctrine du maintien de l'ordre ou pas? Écoutez, en tout cas, nous avons eu beaucoup plus d'échanges avec la préfecture que du temps de M. Lallemand. Et ça, c'est agréable. C'est assez rare de voir un insoumis remercier un policier. Effectivement, plus de dialogue avec les organisateurs et une attitude aussi différente vis-à-vis pendant la manifestation de la police. Oui, je vais y arriver. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant les 2 voire les 3 premières heures de la marche, je n'ai pas vu un seul policier. En fait, ils étaient dans les rues adjacentes, mais assez loin, à quelques dizaines de mètres du cortège. Et surtout, lorsque les gens, vous le voyez, voulaient sortir du cortège, ils les laissaient passer. Même au moment de la dispersion sur la place de la Bastille, ça a été plutôt calme. J'ai couvert beaucoup de manifestations depuis 3-4 ans. Je me suis vraiment dit que c'était presque un changement de doctrine de maintien de l'ordre auquel on a assisté. Un sentiment partagé par les manifestants les plus radicaux. Quelle différence vous avez constatée sur cette manifestation-là par rapport aux précédentes? Moi, je vois par rapport aux gilets jaunes, il y a eu beaucoup moins d'utilisation du gaz lacrymogène. Ouais. Moins de flashball, moins de grenades de la part de la police. Il n'y a pas eu de charge ou de blocus de la police. Ouais. Donc là aussi, ça évite les affrontements directs. Donc ça a été mieux géré, je pense, de ce côté-là. Peut-être moins de casseurs aussi? Ouais, il y avait aussi moins de casseurs. Il y avait effectivement moins de casseurs. Alors, les craintes de la police concernaient les manifestants d'ultra-gauche, des militants antifascistes de plusieurs organisations, pas réputés pour être des enfants de cœur. Il y avait notamment la Jeune Garde, qui vient de Lyon et qui a une antenne à Paris. Il y a Young Struggle, qui est un mouvement antifa international. Des manifestants avec le visage à moitié caché qu'on a vu au début de la manifestation et à la fin, mais ils ont manifesté dans le calme. Les policiers avec qui j'ai parlé étaient presque surpris. Visiblement, ça se passe plutôt bien. C'est surprenant. Oui, mais on annonçait qu'il y aurait des débordements. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt propre. Ouais, on voit. C'est parce qu'il y a le nouveau préfet de police qu'on a changé de doctrine ou... Quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça dégénère. Je vous rassure, on n'a pas non plus réconcilié tout le monde pour autant. Au milieu de la manifestation, vers 16h, des policiers veulent rejoindre le début du cortège, donc ils vont dans la manifestation. L'accueil n'est pas des plus chaleureux. Voilà, il y a encore du boulot, mais c'est un début. Manuel Bompard, vous pourriez dire ce soir merci Laurent Nunez? Non, parce qu'il y a un élément que vous n'avez pas cité dans votre reportage, c'est que si la manifestation s'est bien passée aussi, c'est parce qu'il y avait 300 personnes qui étaient en charge du service d'ordre de la manifestation, qui sont des militants bénévoles, qui font ça sans être payés pour le faire, qui sont des gens qui font les choses de manière très intelligente, en essayant justement de ne pas avoir besoin d'utiliser la force, mais en permettant à chacune et à chacun de pouvoir manifester dans le calme. Après, clairement, je vous le dis, je pense effectivement qu'il y a eu des évolutions dans la doctrine, et je le dis d'autant plus facilement qu'à l'époque du préfet Lallemand, je dénonçais à plusieurs reprises les techniques de NAS qui étaient utilisées, la surutilisation du gaz lacrymogène, une visibilité des effectifs de police dans les manifestations qui créait et qui faisait monter la tension. Et c'était l'ennemi juré de Jean-Luc Mélenchon, le préfet Lallemand, on est d'accord? Mais c'était pas seulement manifestement l'ennemi juré de Jean-Luc Mélenchon, c'était sans doute l'ennemi juré d'une manifestation qui se passe dans le calme, et on en a peut-être la démonstration aujourd'hui. Donc vous vous félicitez au moins de ce changement de doctrine? Ah mais clairement, mais attendez, mais moi je me suis jamais caché du fait que, vous savez, une manifestation, il faut que ça se passe bien,
bien. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une participation et une bonne communication entre les autorités et les organisateurs. Ça, c'est toujours le cas. Mais je voulais insister aussi sur le fait que les manifestants... Vous avez aussi contribué... Non, on y a contribué, mais pas seulement nous, aussi l'ensemble des personnes qui ont manifesté. Vous avez montré quelques images dans cette direction-là. Je pense qu'ils étaient tous là aussi avec un état d'esprit qui était déterminé, attention, hein, mais qui était un état d'esprit calme et pacifique. Et je pense que ça s'est vu. Que dit le spécialiste ? Qu'il y a un changement de doctrine évident. Laurent Nunez a pris un risque. Hein. D'abord, il a voulu qu'il y ait moins de contacts entre les manifestants et les forces de l'ordre. On a vu sur les images de Nelson les policiers et gendarmes qui sont plutôt en retrait. On utilise le gaz lacrymogène de façon très parcimonieuse. Il n'y en a eu quasiment pas. On n'interpelle pas. 4 interpellations aujourd'hui. Oui. Il y a un dialogue en amont qui s'est noué avec les organisateurs, aussi à l'invitation du préfet de police. Alors les organisateurs ont répondu présent, Bien sûr. le service d'ordre s'est mis en place. Didier Allemand n'aurait pas fait cela. Preuve que finalement, c'est pas que par un maintien de l'ordre musclé que l'on arrive à faire en sorte que la violence diminue. Loin de là. Mais si Laurent Nunez, en proposant cette nouvelle doctrine, que le ministre de l'Intérieur approuve, hein, parce que tout cela est validé quand même par le ministre de l'Intérieur, avait eu des débordements majeurs, que n'aurait-on pas entendu ? On aurait dit, mais regardez, Paris est à feu à sang parce que Didier Allemand est parti. Preuve que Didier Allemand n'est plus en fonction, mais qu'une doctrine qui en fait consiste à revenir à ce qui se passait avant Didier Allemand est possible et donne de bons résultats. Mickaël, vous vouliez réagir ? Oui, juste pour dire qu'effectivement, le gagnant de ce soir, c'est effectivement Laurent Nunez. Parce que c'était un test personnel, politique et professionnel, donc on l'a bien vu et on l'a bien expliqué pourquoi. Mais également parce qu'on était face aujourd'hui à des manifestants organisés avec un parti politique, une formation politique organisée qui a aussi un service d'ordre. Il faut bien se rappeler que les précédentes manifestations et les précédents conflits étaient beaucoup plus désorganisés que cela, par essence, et que donc il était évidemment beaucoup plus difficile d'avoir le dialogue en amont auquel on a assisté et qui a permis aussi à ce que les revendications puissent s'exprimer et non pas uniquement dès le début de manifestation des images de violence et de dégradation. Et je salue l'intuition de Nelson Djetten, qui, comme souvent, était la bonne. Dernière question, et après je vous libère, parce que je ne vous ai pas posé la question. Pour les vacances de la Toussaint, c'est dans une semaine, puisqu'on vient de reparler de votre manifestation, qu'il y a cette grève interprofessionnelle mardi. Qu'est-ce que vous dites à ces Français qui nous regardent en ce moment et qui se disent qu'en fait, ils vont devoir annuler leurs réservations, qu'ils ne vont pas pouvoir prendre de train ? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Je leur dis, je comprends vos difficultés, je comprends votre inquiétude, elle est partagée, mais n'en rendez pas responsables les grévistes qui se battent pour des augmentations de salaire qui sont légitimes et qui se battent aussi en quelque sorte un petit peu pour vous, parce que s'ils obtiennent ces revendications de salaire, alors ensuite, vous, dans vos entreprises, dans les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez, vous aurez un point d'appui pour revendiquer aussi des augmentations de salaire. Donc soyez solidaires de ces grévistes et ne vous dressez pas contre eux, même si tout le monde essaye de vous faire croire que c'est de leur faute. Mais vous confirmez que la semaine va être compliquée. Mais écoutez, bien évidemment qu'elle va être compliquée. Je veux dire, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la réalité, c'est que pour l'instant, la réquisition, elle a été totalement contre-productive. Le lendemain de la réquisition, il y a une nouvelle raffinerie, la deuxième du pays, la raffinerie de Donge, dans le département de la Loire-Atlantique, qui est rentrée dans le mouvement de grève alors qu'elle n'y était pas avant. Ça a été ça, pour l'instant, la conséquence de la réquisition. Donc ça sert à rien de faire comme ça. Ça sert à rien, les méthodes brutales. Si vous voulez que les choses rentrent dans l'ordre, il faut négocier avec les salariés de ces entreprises et il faut céder à leurs revendications. Le mot de la fin, Christophe. Une suspension de grève pour les vacances et puis le 7 novembre, le conflit peut repartir. Celui-là et puis aussi la mobilisation moi, pour les je vous retraites. propose une suspension de dividendes pendant les vacances et puis au moins tout le monde pourra repartir. Voilà, et Pourquoi ce sera toujours les salariés qui ce sera le mot de la fin de Manuel Bourpin. Pourquoi vous dites toujours que c'est 150 salariés qui bloquent le pays ? Moi, je vous dis, c'est une personne qui bloque le pays aujourd'hui, c'est le PDG de Total. Il a qu'à céder. S'il cède, c'est bon, tout le monde revient dans l'ordre. Pourquoi on en rendrait en permanence responsables les salariés qui se battent tout simplement pour pouvoir vivre ? Et en l'occurrence, les